Donc moi je vais vous faire un point sur le traitement donc du Covid, pour vous dire à peu près où on en est actuellement. Et donc je vais vous raconter notre expérience finalement sur ce traitement du Covid. Je vais beaucoup axer effectivement le topo sur bien sûr l'hydroxychloroquine. Alors au départ, vous connaissez un petit peu l'historique. L'historique, en fait, au départ, et le premier papier qui est sorti ne montrait pas la preuve de l'efficacité clinique du traitement, il montrait les preuves de l'efficacité virologique du traitement. D'accord, sur un petit nombre de malades, qui était de l'ordre d'une vingtaine de malades, où effectivement, c'est une étude qui avait été une étude de recherche biomédicale qui avait comparé effectivement donc l'évolution de la charge virale nasopharyngée chez les patients traités par hydroxychloroquine versus les patients qui n'étaient pas traités par hydroxychloroquine. Il y a eu quelques patients qui avaient aussi concomitamment reçu de l'azithromycine. Et c'était une observation assez simple finalement et assez simple aussi à comprendre. On ne comprend pas quel effet tant de remous parce que comme dans le VIH, quand on donne un traitement, qu'on baisse la charge virale, on peut estimer qu'a priori ça devrait marcher puisqu'on diminue bien entendu la charge en agent pathogène. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. Et puis bien sûr ça nous a donné envie de continuer et tout le reste de l'histoire, et vous verrez qu'on en discutera à la fin, de notre approche sur le traitement, s'est passé en études observationnelles, ce qui a été un des reproches majeurs qui nous a été fait depuis le départ. Et donc on est parti, pour des raisons éthiques essentiellement d'ailleurs, on a créé une cohorte de patients qu'on a suivis pendant toutes ces 2 années et on a observé finalement ce qui se passait au niveau du traitement. Et en vous passant quelques épisodes, puisqu'on a fait entre-temps 80 puis 1000, on est arrivé à 3000 patients, 3700 patients, qu'on rapporte donc dans cet article, où déjà effectivement on confirme alors là cette fois-ci sur effectivement le décès, donc on n'est plus dans la virologie pure, mais on est effectivement dans la clinique, et effectivement on constate que le décès, je ne sais pas s'il marche pas, oui. Et on constate donc ici que le décès effectivement, donc 35 décès sur cet ensemble. Et on se constate effectivement que le décès versus pas de traitement hydroxychloroquine et pas de traitement azithromycine est effectivement très très différent de hydroxychloroquine plus azithromycine, donc supérieur à 3 jours qui est ici. Donc c'était donc une confirmation de ce qu'on avait, mais là réellement finalement sur la clinique et sur la mort qui nous paraissait finalement on va dire, la seule variable certaine qu'on ne pouvait pas trafiquer parce qu'un mort est un mort, donc on est sûr effectivement de l'efficacité de ces traitements. Ce qui est déjà remarqué là, c'est qu'on n'a jamais traité avec de l'hydroxychloroquine seule en dehors des 24 premiers malades en pratique. C'est-à-dire dès qu'on a vérifié effectivement l'efficacité virologique avec cette première étude, on a toujours traité, nous notre protocole ça a toujours été hydroxychloroquine et azithromycine depuis le début, et vous verrez que c'est important pour la suite. Et puis, en parallèle, dans ce même papier de 3737 patients, c'était un peu l'époque où on décriait beaucoup l'hydroxychloroquine sur la toxicité. On avait vérifié nous-mêmes qu'il y avait un problème sur la toxicité. Et en pratique, la seule toxicité de ce traitement, c'est essentiellement les diarrhées. On voit qu'elles représentent pratiquement la moitié, effectivement, des événements secondaires. Et effectivement, on a vu des allongements du QT, ce qui est assez connu, mais finalement, relativement peu fréquemment et avec des QT qui n'ont jamais abouti à des manifestations cliniques. Et on n'a jamais eu aucune complication cardiaque. Et vous verrez qu'actuellement, même avec 30 000 patients, on n'a jamais eu aucune complication cardiaque du traitement par effectivement l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Voilà, puis au fur et à mesure des années, on a monté les cohortes. Donc la dernière publiée est une cohorte de 10 429 patients exactement. Donc, et on a séparé ça en une cohorte de patients ambulatoires, donc ce qu'on appelait le traitement précoce. C'est-à-dire que les gens qui venaient nous voir dès le diagnostic, ou la plupart du temps dès le diagnostic avec des durées qui étaient plus ou moins longues.
Et là-dessus, déjà, on s'aperçoit effectivement, alors là, on avait dans ce papier-là, donc c'est le papier qui a essentiellement été piloté par Mathieu, donc on s'aperçoit effectivement que les morts sont pas tout à fait, la quantité de morts n'est pas tout à fait la même, effectivement, en fonction des épisodes donc, épidémiques. Et puis vous voyez que bien entendu le traitement pour nous a changé, a évolué au fur et à mesure du temps. Il a été adapté en fonction de la connaissance. Et je vous ai dit, on a fait très très peu d'hydroxychloroquine. Très rapidement, on a ajouté l'azithromycine. On est resté hydroxychloroquine, azithromycine. Mais effectivement, à partir du début de la deuxième vague approximativement, on a rajouté effectivement la prévention de la thrombose, parce qu'à ce moment-là, on s'est aperçu que c'était quelque chose qui était très important, et l'adjonction de zinc, et vous allez voir que de temps en temps, on a quelques surprises. Alors ça, c'était justement cette fameuse étude sur 11 000 patients, pour dire qu'il y avait 11 700 patients, qui en est resté à peu près 10 000 à la fin. Certains ont été exclus pour les mineurs, etc. Je fais simplement remarquer au passage qu'on enlève les patients qui sont pas positifs par PCR, de façon à tester que les gens qui ont un véritable diagnostic démontré. Et la première chose qui est très intéressante à voir sur donc, ces 10 000 patients, c'est que déjà, des morts en dessous de 59 ans, il n'y en a pas. Donc ça n'existe pas, les morts en dessous de 59 ans, quand on les prend en charge correctement, hein, bien entendu, il n'y a pas de morts. Et donc, nous, les morts, on les a effectivement chez les gens qui ont plus de 59 ans. Et vous voyez que la proportion de morts, effectivement, n'est pas tout à fait la même, effectivement, donc en fonction de l'âge. Mais on voit bien, effectivement, que l'efficacité du traitement va se situer dans cette proportion-là de patients. Et on va pouvoir reparler après de cibles. Et puis, l'efficacité du traitement hydroxychloroquine, azithromycine, donc sur ces patients, il a rapporté en analyse multivariée, en régression logistique multivariée. Donc, bien entendu, on est dans une étude observationnelle, mais vous verrez que les études observationnelles peuvent avoir effectivement un certain intérêt. Donc, dans nos mains, effectivement, et avec ces 10 000 patients, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, effectivement, réduit très nettement la mortalité. On a fait la même chose avec les patients hospitalisés, donc les 2100 patients hospitalisés, donc qui bien entendu ne sont pas tout à fait les mêmes patients. C'est des patients effectivement généralement qui ont un parcours préhospitalier différent, qui arrivent déjà plus sévères directement à l'hôpital. Et on va regarder simplement donc ici ce Kaplan-Meier qui montre en bleu donc hydroxychloroquine, azithromycine versus pas d'hydroxychloroquine ni azithromycine. On voit très bien qu'effectivement la mortalité est abaissée donc avec le traitement par hydroxychloroquine, azithromycine. Et ce qui est intéressant dans cet article, qui est peut-être un peu nouveau, c'est qu'on démontre donc chose qu'on n'avait pas faite jusqu'à présent, que l'adjonction du zinc a priori a un effet aussi bénéfique. On va revoir ça un peu plus tard. Et par contre que les corticoïdes sont délétères. Donc ça c'est quelque chose effectivement qui n'avait pas été très clairement démontré. Là on revient sur les corticoïdes et de façon très intéressante, c'est un peu quand même ce qui est ressenti, c'est que en fait l'effet n'est pas tout à fait le même avec les corticoïdes en fonction de si on traite des patients qui ont un syndrome inflammatoire démontré par une CRP supérieure à 100, supérieure ou égale à 100, ou pas de syndrome inflammatoire, donc dans la CRP est inférieure à 100, on voit qu'effectivement quand la CRP est inférieure à 100, les corticoïdes ont réellement un effet délétère sur la survie, relativement important, alors qu'effectivement, quand il y a un syndrome inflammatoire, la corticothérapie a un effet qui est beaucoup plus discutable. Et puis, effectivement, on voit quelque chose, pour moi, assez inattendu, mais pourquoi pas, c'est pour ça qu'on les a traités avec du zinc, c'est pour ça qu'on a traité nos malades avec du zinc en plus de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, c'est qu'effectivement, si on compare le traitement hydroxychloroquine, azithromycine versus la même chose plus le zinc, le zinc est meilleur en termes de survie finalement avec des hasards ratios effectivement qui sont relativement intéressants. Donc c'est un effet relativement protecteur. Alors, ça c'était vraiment le traitement à l'hydroxychloroquine, quelque chose qui a été aussi une révolution, beaucoup moins discutable visiblement, c'est l'apport de l'oxygénothérapie à haut débit, qui a été introduit, si je me souviens bien, en avril 2021, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, à peu près au milieu. Et effectivement, donc, dans cet article qui avait été publié par Jean-Christophe Lagier,
sur des personnes qui étaient récusées de réanimation, donc qui avaient toutes les chances finalement de mourir, eh bien on a pu récupérer à peu près un tiers de ces gens-là, arriver effectivement à baisser la mortalité de 100% a priori jusqu'à une soixantaine, 70%. Alors finalement, on est un peu surpris. Finalement, nous, on a des résultats qui sont plutôt bons et on nous dit, mais pourtant, c'est pas possible. Alors, oui, effectivement, il y a des résultats qui sont différents de ceux qu'on a publiés. Enfin, j'entends en France en règle générale, parce que bien entendu, il y a d'autres personnes qui ont publié des résultats qui sont identiques, qui vont dans le même sens que le nôtre. Mais nous, on a fait des études observationnelles monocentriques et pas du tout randomisées multicentriques. Donc, on va rediscuter de ça. Il y a le problème du placebo, du standard of care et des autres traitements, la puissance de l'essai, les doses délivrées et la population cible. Je crois qu'il faut revenir sur quelques aspects comme ça pour pouvoir comprendre pourquoi finalement on n'a pas les mêmes résultats et finalement dire à ces résultats à qui s'appliquent-ils. Monocentrique, multicentrique, l'avantage du monocentrique, effectivement, c'est que les conclusions s'appliquent directement à l'échantillon testé et donc on peut être sûr qu'en tout cas dans notre échantillon, les gens qu'on a vus, nos résultats, ils sont certainement très solides. Pour les études multicentriques qui sont le fait essentiellement des études randomisées, il y a quelque chose qui est très important. J'espère que ça va devenir quand même de plus en plus connu, mais ce paradoxe de Simpson qui fait effectivement que quand un phénomène est observé dans plusieurs groupes, le résultat peut s'inverser quand on combine les groupes, c'est quelque chose qui est probablement un des effets majeurs que l'on a dans les multicentriques. Parce qu'on voit très très bien dans les multicentriques, et dans les très très grandes multicentriques, les centres sont très très nombreux et le nombre de patients par centre engagés sont très peu nombreux. Les standards of care sont relativement différents. Et effectivement, dans tous les papiers qui ont été publiés, je n'ai pas pu trouver un papier où il y avait une analyse finalement centre par centre qui pouvait effectivement vérifier si l'analyse centre par centre pouvait correspondre à l'analyse globale. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement important à discuter. Dans les études sur la chloroquine, à ma connaissance, en tout cas en France, il n'y a eu qu'une seule étude qui a utilisé le placebo. Les autres ont toutes utilisé des standards of care ou d'autres traitements. Et là aussi, on retombe un peu sur quelque chose qui ressemble, on voit effectivement, ça c'est dans le papier de Recovery, et c'est effectivement ce qu'ont reçu les autres, comme autres traitements finalement dans les deux groupes, hydroxychloroquine et le standard of care. Et on voit qu'il y a énormément quand même de traitements qui ont été reçus, complètement divers. Le problème c'est qu'on n'a pas la distribution de ces traitements. Et c'est pareil si effectivement entre les différents centres qui expérimentent ça, cette distribution n'est pas la même, les résultats peuvent être effectivement modifiés. Ce qui est plus frappant, c'est la puissance des essais qui sont effectivement dans ces essais randomisés qui ont été publiés sur la chloroquine et qui laissent effectivement relativement rêveur. Là, je reprendrai deux essais français, Discovery et e-Covid, sur lequel très clairement on voit qu'il y a des différences effectivement en termes de mortalité. Ça c'est les contrôles, donc il y a 54 contrôles avec une mortalité à 11%, et là on a effectivement l'hydroxychloroquine avec 5,8%. Bien entendu, ça ne peut pas être différent, les chiffres sont beaucoup trop petits pour pouvoir montrer la différence. C'est la même chose, ça c'était à 15 jours et ça c'est à 29 jours, donc on a la même chose ici. Là on voit qu'il y a 13% de mortalité, donc 7 sur 54, ici on en a 5 sur 52, ça fait 9,6%. Bien entendu, c'est pas différent sur le plan statistique, mais c'est pas différent sur le plan statistique parce que les différences attendues, finalement, ont fait que le nombre de patients à inclure pour pouvoir dire que s'il n'y a pas de différence, ceci est vrai, c'est ça que l'on dit, était de 620 patients, or 145 patients ont été inclus dans chaque branche. Donc, en fait, les conclusions de ces étés sont des conclusions à tort. En fait, la conclusion de l'essai devrait être « on ne peut pas conclure en pratique ». D'accord ? Or, en fait, elles ont souvent été conclues comme « il n'y a pas d'efficacité ». C'est la même chose d'ailleurs pour e-Covid, alors qu'il y a un grand mérite, e-Covid, parce que finalement, c'est l'étude d'Angers qui a eu un peu de chance parce qu'ils étaient en train de faire un essai par ailleurs avec la chloroquine, donc ils avaient les placebos, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils ont pu démarrer de suite. Donc c'est une étude donc, en double aveugle, placebo-contrôlée, donc randomisée, qui est, on pourrait penser, le must, d'autant qu'il était effectivement au moins pas international, donc en termes de standard of care, on était un peu mieux, il était plutôt français, c'était plutôt mieux. Mais c'est pareil, là effectivement, donc, pour pouvoir
répondre à la question. Il y avait 600 patients à inclure, alors avec une puissance un peu plus faible, de 80%. Et il conclut qu'il n'y avait pas de différence, alors que si on regarde de très près finalement le tableau de résultats bruts qui a été publié sur 124 patients, donc dans chaque bras, qui est très très inférieur finalement à l'objectif qui était nécessaire, on a quand même un odds ratio de 0,54, c'est-à-dire qu'en fait on meurt 2 fois moins finalement quand on a de l'hydroxychloroquine que quand on a du placebo. Donc quand on meurt déjà 2 fois moins quand on a de l'hydroxychloroquine par rapport au du placebo, on peut dire que si on avait continué l'essai jusqu'à obtenir effectivement l'effectif, la conclusion aurait probablement été dans le sens de l'efficacité. Et puis dans ce qui est aussi discutable, c'est la dose délivrée. Et on peut revenir sur donc l'essai recovery. Nous, la dose qu'on a délivrée d'hydroxychloroquine, c'est une dose standard du Vidal. C'est celle qui est inscrite dans le Vidal pour le traitement effectivement des polyarthrites rhumatoïdes, que l'on connaît bien par ailleurs parce qu'on traite la fièvre-cul Whipple avec les mêmes doses. Et en fait, ça c'est dans le protocole finalement, c'est ce qui est écrit dans le protocole donc, de recovery, où en fait ils ont fait donc 1600 mg de dose de charge et à la 12e heure, on repart avec 800 mg. Ce qui est des doses qui sont considérables, en sachant que ça c'est la posologie et ça c'est les recommandations du Vidal. D'accord ? Ils disent bien l'amplitude de l'allongement du QT ne peut augmenter avec l'augmentation des concentrations. Par conséquent, la dose recommandée ne doit pas être dépassée. Je veux dire, c'est relativement clair, quoi. Hein. Et on s'étonne qu'effectivement, dans les effets secondaires avec l'hydroxychloroquine, eh bien, dans le groupe hydroxychloroquine, effectivement, il y a 2 fibrillations ventriculaires. Mais à ces doses thérapeutiques, c'est quelque chose qui n'est pas très étonnant. Voilà, et puis la population cible, et ça c'est quelque chose qui est important, et pour revenir finalement sur quelle méthodologie pour quelle étude et pour quelle question, la population cible, c'est important. Au début de cette épidémie, on ne savait pas vraiment si effectivement les jeunes allaient être touchés, quelle est la proportion de gens qui allaient mourir, quelle tranche d'âge allait être atteinte, etc., etc. Donc on a engagé, on va dire, toute la population dans l'observation, mais vraiment, ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est qu'effectivement la population cible, c'est vraiment les personnes âgées. Hein. Les personnes âgées sont la population cible. Et ce que l'on voit bien, c'est que c'est beaucoup plus facile à démontrer que c'est efficace, le traitement, quand on part dans des populations cibles, puisque les mortalités au départ, effectivement, ici, c'est 20%. Ça, c'est des études qui sont faites dans les nursing homes, donc dans les institutions, donc dans les EHPAD. On voit bien que les mortalités sont énormes. Alors, réduire la mortalité, effectivement, là où elle est très importante, avec des petits effectifs, on arrive à la réduire de façon significative. Donc tout ça, finalement, ces études sont simplement pas comparables. C'est-à-dire que ce que l'on peut nous dire et affirmer, effectivement, que c'est dans notre échantillon et effectivement dans ce que l'on a fait, ça marche et ça marche même très bien. D'accord ? Dans les conditions où on l'a utilisé. Les études, donc il y a d'abord quasiment très très peu d'études qui est fait réellement de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine et du zinc. Bien sûr, les études qui sont en sous-puissance ne peuvent pas arriver à une conclusion si elles sont en sous-puissance. Et puis, il faut utiliser des médicaments à la basse dose. Nous, notre expérience, sur 12 000 patients qui ont été vus ici, c'est-à-dire 10 000 en malade externe, en traitement précoce, et sur les 2 000 vus à l'hôpital, le traitement de la Covid avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, bien entendu moyennant surveillance de la kaliémie et les sujets de départ, réduit de la mortalité les patients de plus de 61 ans et elle est sans danger. C'est ça finalement notre expérience, je pense, et c'est pour ça qu'on l'a créé sur tous les toits. Bon, après, effectivement, il n'y a pas de méthodologie parfaite pour les essais thérapeutiques. Tout ont des avantages et des inconvénients. La méthodologie doit répondre à l'objectif, à la question de recherche, et les résultats ne doivent pas être surinterprétés, ce qui est souvent le cas. Voilà, je vous remercie.